Bon, je vous propose de commencer cette matinée parce qu'elle est quand même très dense. Elle tient en 1 heure. On va essayer de respecter le timing pour finir à 10 heures sans trop dépasser. Donc encore une fois, merci à tous ce matin. Pour cette matinée donc de la MMA, donc la Mobile Marketing Association pour ceux qui ne la connaissent pas ou ceux qui sont connectés sans forcément être membres. Donc ce matin, on va se parler de Drive to Store et on va se parler de Drive to Store avec une communication et sur un axe très responsable, donc responsable à plusieurs niveaux et on le verra au long de cette matinée avec différents experts et même un cas pratique en fin de matinée, responsable donc à la fois en termes de clarté, de transparence, d'écologie, de responsabilité même globale aujourd'hui des retailers et des marques. Donc au programme de cette matinée, donc une rapide présentation des certifications Drive to Trust, qui est une certification qu'on a co-construite avec le CSP et la MMAF, donc la Mobile Marketing Association France. Donc voilà, je vais essayer de faire 10 minutes dessus. Ensuite, Fabien, qui est le lead du groupe de travail Drive to Store au sein de la MMA, va nous faire une keynote d'introduction sur la communication responsable. Ensuite, nous avons un invité, Julien Lecor, qui est cofondateur de YZ, d'une agence axée justement sur la communication responsable et qui va nous donner son point de vue sur ces sujets-là. Très intéressant et qui effectivement change un petit peu de l'axe performance qu'on a habituellement sur le Drive to Store. Un cas pratique avec Bureau Vallée, qu'on a la chance d'accueillir ce matin avec Adrien Perrol, qui est directeur digital et communication et services au sein donc, de Bureau Vallée, avec Pierre Apostol, qui est directeur du pôle retail chez Bonial. Et enfin, un petit mot de conclusion, des questions-réponses et les prochains rendez-vous de l'association. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et dans un onglet questions au fur et à mesure de la matinée. Et soit on pourra répondre directement dans le chat, soit on prendra le temps à la fin de répondre à vos différentes questions. Voilà, si ça vous va, je vais commencer directement donc sur la partie certification Drive to Trust. Donc, je me présente rapidement. Je suis Vadim. Je suis rapporteur de la commission publicité au sein de la Mobile Marketing Association France depuis un peu plus d'1 an et demi, presque 2 ans maintenant. Je suis également donc consulting manager chez GroupM, l'agence et le groupe média d'achat média publicitaire. Et donc, ça fait donc un peu plus d'1 an que sur la prochaine slide, Catherine. Super. Ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur une certification des solutions mobiles Drive to Store. Pourquoi? Parce que ça fait plusieurs années que des solutions technologiques exploitent la donnée GPS à des fins publicitaires, à des fins d'insight, d'activation média et de mesure du trafic physique dans les points de vente, ce qui est quand même un Graal quand on est un retailer aujourd'hui de pouvoir monitorer et de suivre son trafic physique en point de vente. Donc, c'est une vraie avancée technologique et des vraies nouveautés. Donc, des solutions qui apportent de vraies réponses. Cependant, c'est vrai que c'est un peu difficile côté agence et annonceur de pouvoir double mesurer ces performances de trafic physique, notamment dans les points de vente. Et les solutions exploitant des technologies soit différentes, soit ayant des méthodologies de mesure différentes, c'était souvent incomparable dans les performances entre elles. Donc, c'est pour ça qu'on a accès à une certification sur la transparence, sur la comparaison et la démonstration de la promesse client, donc avec une certification marché, au même titre qu'il y avait le Digital Ad Trust. Et aujourd'hui, il y a le Drive to Trust qui existe. Cette certification, donc, comme je l'ai dit, a été co-construite par les experts du marché, les agences membres de la MMA, donc GroupM, Dentsu, Publicis et IPG Media Brands, qui ont participé à l'élaboration, avec évidemment le CESP, qui est la caution, donc qui est le comité d'études des supports de la publicité, qui est une caution scientifique, qui a des data science et qui a un rôle neutre également dans l'approche. Donc voilà un petit peu les experts qui ont participé à ce référentiel pendant plus d'1 an pour apporter une réponse claire sur le marché sur ces solutions mobiles Drive to Store. Sur le prochain slide, on a la certification qui est composée donc de 3 labels. Un premier label qu'on a nommé Right People, qui permet de certifier la qualité des segments de data issus de la donnée de géolocalisation. Donc ça, c'est une vraie nouveauté aussi de ces solutions mobiles Drive to Store. Ils peuvent aujourd'hui déceler les comportements physiques, les identifier et les adresser par la suite. Donc c'est une vraie force. Après, l'idée, c'est de pouvoir
certifier la qualité de ces segments data à travers plusieurs items que je ne vais pas vous dérouler ce matin parce que ça va être un peu long. Mais voilà, l'idée, c'est de pouvoir certifier ces solutions sur cet aspect-là spécifiquement. On a un deuxième label qu'on a construit qui s'appelle Whitelist, qui va être axé sur la diffusion média. C'est simplement pour certifier que les acteurs diffusent au bon endroit à la bonne personne quand on fait une campagne média. Si la promesse étant de cibler dans une zone très précise ou dans une zone géographique un peu plus large, c'est tout simplement de s'assurer que les partenaires respectent le cadre de diffusion dans ces campagnes géolocalisées. Ça peut paraître un peu le b.a.-ba, mais voilà, croyez-moi, c'était important de mettre en place ce label-là. Et enfin, un dernier label qui est en cours, qui n'est pas disponible à date, qui est en cours d'élaboration avec le CESP, qui va permettre de certifier les méthodologies de mesure des visites physiques, notamment la méthodologie de mesure de visite physique incrémentale, voilà, qui nécessite un petit peu plus de travail et d'approfondissement avec le comité scientifique du CESP. Donc, on y travaille et on espère qu'il pourra voir le jour en 2021. Les deux premiers labels donc sont disponibles, ont vu le jour donc en juillet. Des premiers acteurs ont pu commencer à participer et sont même aujourd'hui certifiés. Donc cette certification sur la slide d'après, elle est valable 1 an, mais évidemment c'est avec des contrôles continus, c'est-à-dire que c'est pas juste un simple contrôle ponctuel pendant les 2-3 premiers mois et ensuite les solutions sont certifiées et on les laisse pendant 1 an et puis on revient au bout d'1 an. C'est évidemment des contrôles réguliers, tous les trimestres, tous les mois. Il y a des contrôles aléatoires faits par le CESP auprès de ces solutions pour vérifier et certifier et continuer de certifier ces solutions sur leurs différents labels. Ce qui signifie qu'une solution peut perdre un label en cours d'année s'il ne respecte pas les différents référentiels qui ont été mis en place. Il peut très bien perdre la certification. Donc, on voulait quelque chose qui soit quand même très solide, qui permette de vraiment labelliser un socle commun sur ces solutions mobiles Drive2Store. Évidemment, on laisse une latitude commerciale à chacune d'entre elles qui ont des plus-values et qu'il faut qu'elles puissent les exploiter en toute liberté. Mais au moins, il y a un socle, une base saine auprès de ces solutions-là. Donc voilà, donc il y a des candidatures et des publications qui seront de façon trimestrielle sur le site du CESP et bientôt sur le site de la MMA sur cette certification-là. Voilà, donc aujourd'hui on a 8 partenaires, 8 membres de la Mobile Marketing Association France qui ont obtenu le label et la certification Drive2Trust. Donc les voici à côté, je vais pas toutes les citer. Mais donc du coup voilà, sur cette première vague, on a déjà 8 partenaires certifiés. On est en cours sur la seconde vague, qui d'ailleurs se clôture demain. Parfait, merci pour la transition, qui se clôture demain, donc le 6 novembre. Clôture des souscriptions pour la deuxième vague. Et donc le temps évidemment d'opérer la certification, ce sera la publication de la deuxième vague sera le 4 février. Donc toujours sur ces deux premiers labels, qui s'appellent Right People et Right Place, qui permettent donc, je le rappelle, de certifier les segments data et la bonne diffusion de ces acteurs. Donc les acteurs n'ont pas forcément les deux labels, déjà parce qu'ils n'ont pas les offres et ils sont technologiquement pas forcément éligibles pour ces deux labels-là. Mais voilà, si, ça permet tout à chacun de se positionner sur le label qui lui correspond. Voilà, donc c'était assez rapide. Je crois que sur la slide d'après, je crois pas que j'ai d'autres contenus. Voilà. Donc c'était sur une introduction assez rapide sur donc les avancées de la commission publicité et plus particulièrement aussi du groupe de travail Drive2Store, parce que donc il y a 4 groupes de travail au sein de la commission publicité de la MMA pour information. On est plus d'une 60aine de sociétés membres aujourd'hui au sein de la commission publicité et plus de 140, il me semble, au sein de l'association qui est en pleine expansion. Les sujets mobiles, ça reste au cœur. Le Drive2Store, malgré le contexte et malgré le confinement, ça reste un sujet central pour les retailers. Et justement, cet angle responsable est clé parce qu'il est important aujourd'hui pour les marques et surtout les retailers de redonner du sens, donc à la fois en transparence, en clarté, comme on l'a vu avec la certification, mais aussi, on le verra tout au long de cette matinée, du sens dans leur communication, dans tous les aspects et à tous les niveaux. Et du coup, je te laisse la main, Fabien, sur le reste de cette matinée. Et merci à tous et bonne continuation et bonne matinée. Merci Vadim. Donc je vais me présenter également. Donc je suis Fabien Dutrieux. Je suis responsable marketing B2B chez Bonial et responsable du groupe de travail Drive2Store à la MMA depuis quelques mois. J'en profite pour vous indiquer que vous pouvez poser des questions dans
chat. C'est aussi ça, ce qui est bien avec un webinaire, c'est qu'on peut interagir. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra à la fin du webinar. Et souvent, la question qui revient le plus, c'est est-ce qu'on va recevoir le replay du webinar? Donc oui, vous allez recevoir le replay du webinar. Donc pour le groupe de travail Drive to Store, c'est un groupe de travail qui a pour vocation d'évangéliser le marché du Drive to Store et bien évangéliser aussi les solutions mobiles qui ont pour vocation de générer du trafic en point de vente. Donc on est une quinzaine de membres au sein de ce groupe et on réalise très régulièrement des livrables qui permettent d'évangéliser les différentes solutions et approches Drive to Store sur le mobile. Comment parler aujourd'hui de Drive to Store sans évoquer l'actualité de ces derniers jours? La plupart des points de vente, comme tu l'as dit, Vadim, sont fermés parce qu'ils sont considérés comme non essentiels. Et pour les commerces qui sont toujours ouverts, eh bien, il y a un vrai casse-tête, c'est de pouvoir arrêter, suspendre la vente des produits qui ne sont pas considérés comme essentiels. Mais finalement, ce qui peut paraître essentiel pour un consommateur peut ne pas l'être pour un autre. Et quand on y pense, ce débat, il n'est pas vraiment nouveau, notamment dans l'univers de la publicité. Puisque depuis son origine, la publicité, elle a été critiquée. Ces dernières années n'ont pas échappé à cette règle. Et on peut voir ici une publicité qui était diffusée en 2018 au moment des soldes et qui représentait un cerveau sur 3 bannières publicitaires différentes, chacune portée sur un produit associé à une pensée. Par exemple, mon vieil ordinateur fonctionne toujours, mais un accident est si vite arrivé. Et ce type de communication, en tout cas sur cet exemple, l'ADEME avait porté plainte en 2018. Elle considérait que le message construit était construit sur l'idée que le remplacement de produits en parfait état de marche pouvait inciter à une surconsommation. Et finalement, le jury de déontologie de la publicité a jugé cette plainte infondée, mais ça montre un bon exemple du caractère responsable de la communication et de la publicité. Et on l'a vu, je pense, toutes et toutes, du côté des consommateurs, il y a une prise de conscience des enjeux environnementaux qui s'est fortement accentuée depuis ces dernières années. Notamment en 2019, la préoccupation environnementale était la première préoccupation des Français devant l'emploi. Alors, est-ce que la crise a mis un terme à cette prise de conscience? Pas du tout. Au contraire, elle l'a accentuée. La crise qu'on traverse aujourd'hui accentue cette prise de conscience et cette urgence pour les Français. En septembre, la crise était l'occasion d'accélérer la transition écologique pour 2 Français sur 3. Donc, c'est quand même énorme. C'est un sondage qui a été paru en septembre 2020. Et en parallèle de cette montée en puissance de la prise de conscience écologique, on a vu de nombreux projets de loi voir le jour en 2019 déjà, mais aussi et surtout en 2020. Et rien qu'en juin 2020, ce sont pas moins de 4 rapports qui ont été publiés et 4 propositions, enfin 4 projets de loi qui ont vu le jour rien qu'en juin 2020, avec à chaque fois quelques jours de décalage. Alors, je suis pas du tout juriste et on n'aurait pas le temps de décortiquer tous ces projets de loi ce matin, mais je vais essayer de vous expliquer comment ils peuvent impacter le Drive to Store demain. Le premier, il était paru le 9 juin 2020 par un collectif de 22 associations qui ont publié le rapport Big Corpo. Donc, ce rapport critique la publicité dans son ensemble et liste une vingtaine de propositions qui ont notamment pour objectif de, je cite, redéfinir le cadre des activités publicitaires acceptables. Donc voilà, on retrouve ce terme acceptable qui est vraiment au cœur des débats, comme on peut l'avoir aujourd'hui sur les produits essentiels. Notamment, ce que propose le rapport Big Corpo, c'est de mettre fin à l'omniprésence des supports publicitaires dans l'espace public, donc l'affichage, mais également mettre fin au caractère intrusif de certaines publicités ou polluantes. 2 jours plus tard, seulement 2 jours plus tard, c'est au tour de Géraud Guibert et Thierry Libert de publier le rapport Publicité et transition écologique qui a été remis à Madame Brune Poisson. Il comprend 23 mesures, donc un peu plus, dont l'interdiction de la communication par voie aérienne, mais aussi l'affichage la nuit et, chose nouvelle, un dispositif d'opt-in obligatoire pour les imprimés publicitaires.
Ensuite, 7 jours plus tard, c'est au tour du rapport publicité pour une loi E20 climat qui a été publié par Greenpeace, le réseau Action Climat et Résistance à l'agression publicitaire. Son objectif, c'est, en tout cas, dans ses propositions, ce qu'on peut retenir, c'est l'interdiction de la publicité sur les produits polluants, notamment les véhicules polluants. Et enfin, le 19 juin, la Convention citoyenne pour le climat qui a porté un ensemble de propositions assez fortes concernant la régulation de la publicité afin de, je cite, réduire les incitations à la surconsommation. Ce sont des mesures qui ont été approuvées, soutenues par plus de 90% des membres de la Convention citoyenne pour le climat, avec des choses assez impactantes potentiellement pour le drive to store et la communication dans son ensemble, notamment l'interdiction des panneaux publicitaires, en tout cas son encadrement plus strict, l'interdiction de la publicité dans les boîtes aux lettres à partir de janvier 2021. Donc là, ça reprend une proposition qu'on a vue dans le rapport Libert et Guibert, mais là, on a la notion de notion temporelle, janvier 2021, et l'interdiction de la publicité de la vente par lot, la réduction de prix et les soldes. C'est en quelque sorte un prolongement de la loi Egalim qui amorçait déjà le changement du paysage promotionnel, mais qui peut potentiellement être une mesure contradictoire avec la défense du pouvoir d'achat des Français. Tous ces projets de loi, tous ces rapports ont convergé vers une proposition de loi. C'est la proposition de loi 3256 que vous connaissez certainement. Si on la synthétise et si on essaye de comprendre son impact pour le Drive to Store, il y a 3 angles importants pour le Drive to Store. C'est l'affichage, bien sûr, qui serait potentiellement, ce ne sont que des projets de loi à ce stade, impactés et fortement encadrés. Également le prospectus, on l'a vu à plusieurs reprises, ce format qui est encore beaucoup utilisé par les distributeurs alimentaires et non alimentaires pour générer du trafic en magasin se verrait fortement encadré puisque sa logique, qui est aujourd'hui une logique de stop pub, c'est-à-dire que en tant que consommateur, je dois apposer la mention que je ne veux pas recevoir de prospectus, serait complètement inversée. Et si la proposition de loi était acceptée, on aurait donc un 8 pub qui consisterait à ne diffuser les imprimés publicitaires qu'aux consommateurs et qu'aux foyers qui ont accepté de les recevoir. Et enfin, le contenu qui doit être ne pas inciter à la surconsommation et qui serait d'autant plus encadré. Donc un contenu plus personnalisé et avec des produits qui ne sont pas néfastes pour l'environnement. Donc tout ça sont des projets de loi, sont des choses qui avancent. C'est un cadre législatif très dynamique qui a pour objectif de faire avancer la publicité vers une communication plus responsable. Et dans ce contexte où beaucoup de médias traditionnels sont fortement challengés, le mobile doit s'imposer comme le support Drive to Store, le premier support Drive to Store. Pourquoi? Parce que c'est un média, c'est un canal de communication qui permet une forte personnalisation, que ce soit une personnalisation pour un groupe d'individus, un segment, ou même une personnalisation à l'individu. C'est également un média qui permet de réaliser des campagnes locales extrêmement précises, et on l'a vu encore avec les certifications Drive to Trust. C'est un média qui permet d'optimiser la pression marketing, de la contrôler très finement, et donc limiter la déperdition. Et ça, c'est important aussi quand on veut tendre vers une communication responsable, de pouvoir limiter la déperdition. Et également, c'est un média qui permet de lisser le trafic, lisser les flux de trafic en magasin. Donc, dans ce contexte, si ces projets de loi aboutissent, le mobile doit vraiment s'imposer comme le premier canal de communication Drive to Store. Et c'est d'autant plus important puisque cette thématique de la communication responsable, de l'éco-responsabilité devient essentielle pour les distributeurs et donc pour l'e-commerce en France. On le voit, Amazon a de fortes ambitions aussi sur le sujet, prend beaucoup la parole, réalise beaucoup d'études sur ce sujet. Il essaye de montrer que l'achat en ligne est plus vertueux que l'achat en magasin, alors qu'on sait tous que c'est pas forcément le cas. On peut voir d'ailleurs cette étude réalisée par Amazon qui est intéressante puisque l'étude montre que si on se focus sur des achats one shot, c'est-à-dire j'ai besoin d'un produit, je l'achète, j'ai besoin d'un autre produit, je l'achète, j'ai besoin d'un autre produit, je l'achète, Amazon et l'achat en ligne de manière générale est moins polluant que les magasins. Mais on sait très bien qu'en magasin, on groupe ses achats.
qu'on voit qu'il y a des efforts de la part d'Amazon pour essayer de montrer le côté vertueux de son modèle. Et aussi, on a des ambitions très fortes de la part d'Amazon avec The Climate Pledge, qui a pour ambition de rendre Amazon neutre en termes d'émissions carbone d'ici à 2040 et d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris en ce qui concerne Amazon 10 ans plus tôt. Donc on le voit, les pure players et les géants du e-commerce avancent beaucoup sur ce sujet et c'est important aussi que les distributeurs avancent. Continuent à générer du trafic dans les magasins, c'est essentiel pour l'économie, tout en réussissant à tendre vers un modèle plus vertueux et une communication plus responsable. Mais c'est quoi une communication plus responsable? Comment on peut tendre vers une communication plus responsable tout en réussissant à concilier l'enjeu économique et de génération de trafic en magasin? C'est un vrai sujet et pour ça, donc on accueille aujourd'hui un expert, un spécialiste du sujet qui est Julien Lecor, qui va nous expliquer ce qu'est une communication responsable. Julien, c'est à toi. Merci beaucoup Fabien et merci à la MMA pour son invitation. Pardon, je suis ravi de vous rejoindre aujourd'hui et de partager quelques insights que j'espère intéressants avec vous ce matin. J'ai cofondé une agence qui s'appelle YZ il y a 3 ans avec un ancien de Publicis. On a aujourd'hui une vingtaine de collaborateurs et le positionnement de cette agence, c'est d'être l'accompagnateur de projets à impact positif. On travaille pour un certain nombre de typologies de clients. On travaille beaucoup pour des non-profits, pour des associations. On travaille pour des startups à impact positif, que ce soit dans la fintech, que ce soit dans la compensation carbone, dans la transition énergétique. On travaille aussi beaucoup avec des institutions, l'ADEME, l'Agence française de développement. Et évidemment, on a aussi des clients un petit peu plus corporate, un peu plus traditionnels. Et on travaille aussi avec des grands groupes qui sont plus en transition que vraiment identifiés comme acteurs à impact positif. Donc bon, ça nous donne une vision assez large et pragmatique du marché et de la réalité de cette transition écologique qu'on appelle un petit peu tous de nos voeux. J'avais envie de commencer cette présentation ce matin par une citation que j'ai trouvée intéressante, assez récente. Hein. C'est une intervention de Arnaud Tomasi, directeur de la business unit média de La Poste, dans le quotidien L'Opinion il y a quelques jours. Il parlait de communication responsable. Hein. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez prégnant, comme l'a bien introduit Fabien. Et il disait le débat sur la publicité est extraordinairement complexe car il questionne en creux notre modèle de consommation et les moyens à mettre en œuvre pour réguler la promotion des produits et des services. La publicité, la communication, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Hein. C'est la partie émergée de notre modèle de consommation et de société en général. Et donc, s'interroger sur la communication et la responsabilité de la communication, ça amène assez vite à se poser des questions beaucoup plus larges qui peuvent même faire un petit peu peur parce que ça questionne tout en fait. Ça questionne nos business models, ça questionne presque nos modes de vie. Donc, ce qu'on va essayer là aujourd'hui, dans les quelques minutes qu'on va passer ensemble, c'est d'essayer de refaire descendre un petit peu cette pression-là et de voir des choses un peu pratiques qu'on peut commencer à activer, des questions en tout cas qu'on peut commencer à se poser. La question principale, c'est face aux attentes croissantes des citoyens et du régulateur, Fabien a très bien introduit sur tout ce qui s'est passé cette année et c'est pas fini. Dans quelle mesure une communication responsable est-elle possible? J'aimerais qu'on reparte du début, c'est-à-dire se poser la question de c'est quoi la communication. La communication, c'est le trait d'union entre une marque, une entreprise, un service, un produit et le consommateur. Si on ouvre le Larousse, il y a la définition générale du mot de communication, c'est la première définition, l'action, fait de communiquer, de transmettre quelque chose, de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, etc. Voilà. La communication, c'est un trait d'union. Et après, il y a la définition un peu plus proche de nos métiers, évidemment, que j'ai mis juste en dessous. C'est le fait pour une personnalité, un organisme, une entreprise de se donner telle ou telle image vis-à-vis du public et l'abréviation qu'on connaît tous, la com. Je trouve que cette définition, elle est assez intéressante parce que tout de suite, elle pose un certain nombre de questions. La communication, c'est donner une image. Donc, là, par rapport à des enjeux aujourd'hui très très forts de transparence, on le voit aujourd'hui, les citoyens, les consommateurs, ils veulent qu'on leur dise la vérité, ils en ont un peu marre qu'on leur raconte des histoires, ils questionnent ce storytelling publicitaire qu'ils ont connu depuis maintenant presque un siècle, et du coup, la définition même de la communication est aujourd'hui en question.
J'ai proposé une autre définition, ma propre définition de la communication, que j'ai mis dans le petit rond vert. La communication, c'est la production d'informations destinées à influencer des consommateurs pour faire connaître un produit ou un service et provoquer l'achat. Et c'est ce modèle-là qu'on va mettre en question quand on parle de communication responsable. Est-ce que c'est possible de faire ça de façon responsable ou est-ce que c'est pas un peu antithétique? Sur le slide d'après, je me pose la question de la responsabilité en fait. Ok, responsable c'est bien, mais responsable par rapport à quoi? Il y a plusieurs choses en fait. Responsable, c'est d'abord être responsable par rapport à l'environnement, limiter l'impact de la communication, limiter l'impact des produits ou des services dont on fait la communication. Deuxième point, c'est être responsable par rapport à la société, par rapport aux individus, respecter le vivre ensemble, respecter les différentes communautés. Troisième point, c'est responsable par rapport aux consommateurs. J'en parlais à l'instant avec cette idée de raconter des histoires ou d'images. Aujourd'hui, être responsable par rapport aux consommateurs, c'est leur dire la vérité, c'est préserver leur santé, c'est préserver leur intégrité. Quatrième point, c'est être responsable évidemment par rapport à la loi, respecter le cadre légal et un cadre légal qui commence, comme le disait Fabien, à se resserrer un petit peu, à se complexifier. C'est aussi respecter les directions qui ont été fixées par les grands accords internationaux, l'accord de Paris, les objectifs du millénaire, donc c'est les fameuses ODD, objectifs du développement durable, il y en a 17, puis il y a pas mal d'autres cadres, c'est pas vraiment des cadres légaux, ça donne des directions, mais on peut aussi se mettre en phase avec ces objectifs-là. Et puis, in fine, j'ai envie de dire, c'est presque le plus important. Parler de communication responsable, c'est être responsable par rapport à nous-mêmes, être responsable par rapport à nos valeurs. Combien on est aujourd'hui à ressentir une dissension entre le travail qu'on fait au quotidien et nos aspirations personnelles, nos aspirations pour notre famille, pour notre futur, pour nos enfants, et on sent qu'il y a une distance entre ce qu'on aimerait, nos idéaux, nos aspirations, nos valeurs et la réalité de notre travail. Et c'est cette distance en fait qu'on va essayer de résoudre. Au final, parler de communication responsable, c'est prendre une responsabilité par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre propre vision du monde. En clair, faire de la communication responsable, c'est élargir le scope. En fait, on l'a vu avec le slide précédent, il y a plein de responsabilités différentes. Faire de la communication responsable, c'est essayer de voir plus loin que le bout de son produit, que le bout de son profit, et essayer de considérer les impacts. Avant, quand on faisait de la communication, de la publicité, comme je vous le disais tout à l'heure, on essaye de vendre son produit à un consommateur, on essaye de provoquer la considération d'un consommateur pour qu'il achète un produit. Faire de la communication responsable, c'est élargir le scope, regarder un petit peu plus large et commencer à considérer cette notion d'impact. Faire de la communication responsable, c'est prendre en considération les impacts sociétaux, sanitaires, environnementaux, de la communication et du produit pour lequel je vais faire de la communication à toutes les étapes de l'élaboration du message et de son support. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est faire regarder ensemble 5 leviers de réflexion et donc, du coup, de transformation possible pour faire évoluer cette consommation. Il y en a 5, l'objet, le média, l'objectif, le message et le modèle, et on va les regarder ensemble successivement. Le premier point, c'est évidemment l'objet, c'est-à-dire de quoi on parle, de quoi on fait la publicité, sur quoi on communique, c'est quoi le produit ou le service sur lequel je communique. C'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais si on parle que de communication sans parler du produit sur lequel on communique, on regarde que la partie émergée de l'iceberg. Donc, il faut commencer à regarder ça avant tout. Je vous ai mis un petit exemple évident parce qu'aujourd'hui, c'est devenu interdit de faire de la publicité pour les cigarettes. Pendant des dizaines et des dizaines d'années, c'était autorisé. Il y avait même des marques qui racontaient Lucky Strike dans les années 60, faisaient des campagnes pour expliquer que fumer des Lucky Strike, c'était bon pour la gorge. Donc, d'abord, se poser la question du produit sur lequel on communique avec un parti pris qui est que si je communique sur un produit ou un service à impact négatif, ça va être difficile de considérer que c'est de la communication responsable. Alors, le truc, c'est que il y a des dizaines de critères aujourd'hui de considération. Il y a l'impact carbone, évidemment, il y a la durée de vie, il y a l'utilité,
Fabien le disait tout à l'heure, hein, il y a l'obsolescence rapide d'un produit, ça en fait un produit à impact pas forcément positif. Il y a la composition, il y a la fabrication, il y a la traçabilité, il y a la recyclabilité, et la liste n'est pas terminée. Non seulement la liste n'est pas exhaustive, mais en plus de ça, ces critères et leur prégnance dans l'esprit des consommateurs évoluent en permanence. Donc, ça peut être un peu déstabilisant, ça peut être un petit peu angoissant. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait tout de suite. Il faut juste se mettre dans une trajectoire d'amélioration. Donc, je vous refais pas ici la liste de l'ensemble des nomenclatures, des critères d'évaluation d'un produit, etc. Il y en a évidemment énormément, et c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais en tout cas, il faut se poser cette question: de quel produit dois faire la communication? Et si je suis obligé de faire la communication parce que c'est mon business model, parce que c'est mon boulot, et que je dois communiquer sur un produit à impact pas forcément positif, eh ben, il va falloir essayer de compenser cette communication par une information factuelle sur les impacts. C'est-à-dire, ok, je suis obligé de faire la publicité pour tel modèle de voiture, pour tel modèle de produit, de service à impact relativement négatif sur l'environnement. Je vais équilibrer cette communication par une transparence d'informations factuelles sur les impacts. Donc, c'est le cas, par exemple, vous voyez, dans l'alimentaire avec le Nutri-Score. C'est le cas des messages sanitaires, manger, bouger, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Et dans les propositions de loi dont on a parlé tout à l'heure avec Fabien, il y a plein d'autres nouveaux messages sanitaires, c'est-à-dire on va continuer à communiquer sur ce type de produit, mais on va responsabiliser et informer davantage le consommateur pour qu'il prenne lui-même la responsabilité de l'achat ou pas de façon plus informée. Le deuxième levier de réflexion, de transformation, c'est la question du média. Quel est l'impact environnemental et sociétal du support de communication que j'utilise? Là encore, la question des impacts, elle est très très large. Il y en a un qu'on va faire ressortir. Là, c'est évidemment l'impact en consommation d'énergie et en émissions de carbone. Il y a plein de normes qui existent. Il y a des recommandations de l'ADEME, de l'UDA. Il y a la norme ISO 2006 que je vous invite à aller voir. Il y a, puisque là on parle de mobile, on parle de numérique, il y a aujourd'hui quand même un consensus de plus en plus fort sur l'impact du numérique. Et il faut en avoir conscience, et il faut voir comment on traite ce point-là. Pendant des années, on a un petit peu rêvé d'un monde dématérialisé où passer sur le numérique, ça veut dire arrêter de fabriquer des choses et du coup arriver vers une économie dématérialisée, donc sans impact. C'est très très éloigné de la réalité. Aujourd'hui, on considère que chaque individu sur la planète a 5 fois son poids en matériel informatique réparti dans le monde, que ce soit avec son matériel informatique technologique à lui ou les serveurs qu'il va utiliser répartis sur la planète pour ses télécommunications. Donc l'impact du numérique, il est réel, il faut en avoir conscience et il faut voir comment on le traite. Il y a aujourd'hui plein d'outils et de cabinets de conseil de mesures d'impact numérique. Il y a Green IT qui les rassemble tous, Green Metrics qui est une solution de mesure, Control S qui est un cabinet de conseil, il y en a plein. Donc comment est-ce que je peux faire évoluer le support que j'utilise? Par exemple, peut-être utiliser moins de vidéos, parce que la vidéo, on sait, la vidéo est énormément consommatrice de bande passante, donc d'énergie, donc d'émissions carbonées, etc., etc. Troisième point, c'est la question de l'objectif. Quel est l'objectif de la communication? La communication, à la base, elle est là d'abord pour faire vendre. On se raconte pas d'histoire, on fait de la communication parce que on veut sensibiliser, on veut intéresser les gens à un produit, on veut les emmener dans un magasin et on veut faire en sorte qu'ils achètent ce produit. Ça va pas plus loin que ça. Si on se pose la question de la communication responsable, comme je disais tout à l'heure, l'idée c'est d'élargir un petit peu le scope de la réflexion. La communication responsable, elle ne peut pas avoir pour seul objectif de faire vendre. On peut continuer évidemment à faire vendre, c'est sur ça que tiennent nos business models, nos rémunérations et au final nos vies. Donc on va pas arrêter ça du jour au lendemain, évidemment, c'est pas la question. Mais par contre, il faut élargir le spectre de la communication, aller sur de la sensibilisation sur des causes, aller sur de
de l'information et peut-être essayer de faire changer les comportements. Et ça peut parfois être arrivé sur une communication qui peut sembler contradictoire et voire un peu contre-intuitive par rapport aux intérêts premiers, donc mercantiles de l'entreprise. Ça peut parfois avoir l'air contradictoire. Je vous ai mis juste à droite cette campagne qui a énormément tourné sur LinkedIn ces derniers jours, là, que je pense que vous avez sûrement vu passer. C'est une campagne de Burger King avec cette accroche assez interpellante qui dit commander chez McDo. Et après, il liste la totalité des chaînes, des petits restaurateurs indépendants. Donc ça, c'est un exemple de communication où Burger King n'a pas dit venez acheter mon Whopper, venez manger chez nous. Au contraire, ils disent on est dans une situation de crise où l'ensemble du secteur de la restauration est éprouvé et du coup on a une posture plus large et on a une posture un peu plus sociétalement responsable de solidarité avec l'ensemble du secteur. Ça, c'est un exemple de communication un petit peu plus responsable qui en tout cas n'est pas orienté uniquement vers la vente de mes produits. Ok. Quatrième levier de réflexion, c'est évidemment la question du message. De quoi je parle, comment j'en parle. Donc là, il y a 2 points importants. Le premier point, le message est-il conforme à la loi, respectueux des individus et des communautés. On va chercher à éviter dans la tonalité, dans ce que je montre, dans les images, dans les textes, on va éviter les messages sexistes, les messages racistes, les messages politiquement incorrects. Là, je vous ai mis à côté un exemple d'une publicité qui commence à dater un petit peu. Je crois qu'elle a une bonne quinzaine d'années. Elle avait fait scandale à l'époque et évidemment aujourd'hui, ce serait puissance 10. Parce qu'elle est évidemment sexiste et dégradante pour l'image de la femme. Ce que je veux aussi vous dire là-dessus, c'est un petit peu comme les impacts dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça évolue très très vite. Ces critères, ils évoluent très très vite. Quelque chose qui était acceptable il y a 5 ans, aujourd'hui peut être totalement considéré comme inacceptable. Quelque chose qui est considéré comme acceptable aujourd'hui, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, ne le sera plus acceptable. Donc, il faut être très vigilant, il faut être attentif. Il faut se renseigner, il faut être ouvert par rapport à l'état de la société, être attentif aux signaux faibles pour pouvoir avoir la communication la plus responsable possible et en phase avec les attentes et le niveau de sensibilisation des consommateurs aujourd'hui. Et le deuxième point, c'est toujours sur cette idée de message, c'est de rééquilibrer la distance entre la vérité et le storytelling. Je le disais en introduction, si on peut passer sur le slide suivant, s'il vous plaît. Je le disais en introduction, la définition de la communication, c'est de créer une image. C'est de raconter une histoire, c'est cette notion de storytelling. La communication, c'est pas là pour dire la vérité, c'est là pour raconter une histoire, pour embellir les choses, pour les rendre plus désirables. Ça, aujourd'hui, c'est un petit peu en bout de course. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 80% des consommateurs qui défiance par rapport aux grandes marques, qui sont en défiance par rapport aux discours publicitaires. Donc, continuer dans cette voie, continuer uniquement dans cette voie, c'est voué à l'échec. La force du récit, la force des images, elle sera toujours présente. On n'arrivera jamais dans un moment où les gens regarderont que des chiffres. On a toujours besoin de rêver un petit peu. Mais ce rêve ne doit pas être complètement décorrélé de la réalité. Aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus ça. Et en tout cas, être vigilant par rapport au sujet du greenwashing. Donc, je suis allé vous chercher un exemple qui vient des États-Unis pour que personne se sente trop visé ce matin, mais il y a plein d'exemples que j'aurais pu prendre en France. Nous-mêmes, en tant que publicitaires, on y est confronté quotidiennement au risque de greenwashing. Le greenwashing, c'est quoi? C'est quand ma communication va donner une image beaucoup plus vertueuse et beaucoup plus positive, environnementalement parlant, de mon produit ou de mon service par rapport à la réalité. Je vais faire le focus sur un tout petit truc. Ah bah oui, maintenant on utilise des gobelets recyclables à la cafétéria, et puis à côté je vends des produits à impact très négatif pour l'environnement. Donc ce risque de greenwashing, encore une fois, il n'y a rien qui est tout blanc, rien qui est tout noir. Il faut se mettre dans une dynamique de progrès, mais il faut se poser la question. Est-ce que ma communication, c'est du greenwashing? Est-ce que je raconte un peu des histoires à mes consommateurs pour lui faire oublier la réalité de mes impacts? Donc voilà, on va aller du storytelling vers la transparence, vers plus d'honnêteté, vers plus d'intégrité, plus de vérité. Et ça m'amène à mon 5e et dernier point.
c'est la question du modèle en fait de communication. On l'a vu au début, la communication à la base, c'est quelque chose d'assez, dans nos métiers, d'assez unilatéral. La marque communique vers le consommateur, c'est top-down, ça va dans un sens et ça va pas dans l'autre. C'est moi qui met le spot télé, c'est moi qui sponsorise un contenu sur les réseaux sociaux, c'est moi qui va mettre un prospectus dans la boîte aux lettres des gens. C'est à sens unique. Aujourd'hui, ça c'est plus possible. Aujourd'hui, ça c'est plus possible. On doit aller vers une circularité du modèle et on n'a pas le choix. Par rapport à cette défiance que les consommateurs ont par rapport aux marques et aux publicités dont je parlais à l'instant, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que du coup, il y a une émergence de tierces parties dans la relation entre les consommateurs et les marques. C'est évidemment les sites d'avis, c'est les labels, on en parlait à l'instant. Voilà, il y a une émergence, une surabondance de labels tierces. Et c'est les apps. Hein. Là, j'ai mis un exemple de Yuka qui est aujourd'hui utilisé par 20 millions de personnes en France, qui a forcé des distributeurs à changer des centaines et des centaines de recettes. Et on se rend compte que ça, aujourd'hui, c'est presque plus important. Ça devient plus important que la publicité, que la communication. Et ça vient du fait que les consommateurs ont de moins en moins confiance dans le discours des marques. Donc il faut en avoir conscience et réfléchir sur comment on peut davantage intégrer les consommateurs à nos prises de parole au lieu de simplement les voir comme les destinataires d'un message un petit peu manipulatoire qu'on leur mettrait, qu'on leur déverserait dessus, quoi. Donc voilà pour ces cinq sujets. Je suis passé évidemment extrêmement rapidement dessus. On a très peu de temps ce matin. Je vous ai mis après sur le slide d'après quelques ressources. Encore une fois, c'est non exhaustive. Le guide de communication responsable de l'ADEME, extrêmement intéressant. Un ou deux articles et puis la fameuse proposition de loi 3256 que je vous invite à aller voir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Julien. C'était très intéressant. Maintenant, je vous propose de passer à un cas pratique avec le témoignage, le retour d'expérience donc de Bureau Vallée et de Bognal. Donc, je vais laisser la parole à Adrien Perrol et à Pierre Apostol. Merci Fabien. Merci Julien aussi pour cette présentation qui était super intéressante. Donc, je suis Pierre Apostol, je suis directeur de Pôle Retail chez Bognal. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagné d'Adrien Perrol. Je te laisse te présenter, Adrien. Ouais, je suis le directeur du digital et de la communication et de trois autres trucs chez Bureau Vallée. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler évidemment de l'expérience de Bureau Vallée, qui est un des retailers en France, je pense, qui est le plus avancé sur la notion de responsabilité aussi environnementale. Et ça passe pas que par la communication, ça passe par plein d'autres choses. Donc, la première chose, Adrien, est-ce que tu pourrais nous raconter comment ça se passe chez Bureau Vallée, peut-être en parlant aussi du logo de Bureau Vallée et du slogan qui n'est pas qu'un slogan d'ailleurs chez Bureau Vallée. Et après, on va voir quelques exemples justement de ce que fait Bureau Vallée sur 2-3 exemples concrets. Donc oui, il y a un jeu de mots dans la signature du logo, le discount, parce qu'on a un positionnement être le moins cher du marché sur des produits de marque, de qualité, et dans notre nature pour le clin d'œil qui est plus qu'un clin d'œil sur la nature. Ravi d'avoir entendu ces interventions en début de présentation. Chez Bureau Vallée, la communication responsable, je l'avais jamais entendu de cette façon, mais en fait, on s'écoute soi-même, on écoute nos valeurs, on essaye on fait plus que d'essayer, on les retransmet dans notre façon de communiquer, notre façon de vendre les produits. Ça s'illustre de bien des manières. Alors, le premier, c'est sur les produits, il y a quelques temps maintenant, un peu plus de 10 ans, on a décidé de noter un peu à la manière du Nutri-Score nos produits. Si tu veux montrer une petite étiquette, ça va parler à tout le monde. Donc, il y a une grosse dizaine d'années, on a demandé à nos fabricants, les fabricants de produits, donc c'est Clairefontaine, HP. Alors oui, on vend de la papeterie, de la fourniture de bureau. Donc, c'est tout ce qui est sur un bureau à côté, on le vend, de noter leurs produits. Et ils avaient 3 ans pour
régler ça, et en leur disant que tous les produits, on les sortait du déréférencement, donc ils sont sortis de nos magasins, ils sont sortis de la vente. Pourquoi? Parce que l'impact de ces produits était trop néfaste pour l'environnement. Pourquoi je commence par ça? Parce que dans le cas d'un distributeur comme je peux l'être chez Bureau Vallée, les produits entre leur production jusqu'à la vente, c'est 80% de l'impact carbone d'une société comme Bureau Vallée. Donc en agissant sur les produits, vous agissez sur le 20-80, ce qui touche le plus l'impact carbone que vous pouvez avoir. Et quelques années après, je crois 5 ans après, on a sorti les produits D de toute communication, que ça soit web, tract, etc., pour ne garder que les produits A et C. Une fois qu'on a fait ça, c'était pas mal, mais ça se traduit également de plus en plus, et tant mieux. En fait, on donne une deuxième, voire une troisième vie aux produits que l'on le vend. Sur les cartables usagés, votre enfant grandit, et nous on le reprend et on le donne à des enfants qui sont en difficulté, que ce soit en France ou dans le reste du monde. Une calculatrice, c'est tout bête, mais je crois que l'immense majorité des participants qui sont là ont connu la FX92 de chez Casio, la Texas Instruments, et ma sœur l'avait, mon grand frère l'avait, et avant lui, il l'avait. Et en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la rachète d'occasion. On nettoie les beaux graffitis que nos enfants ont mis dessus, et puis on la remet en vente, et ça se vend, quoi. Ça se vend, c'est-à-dire que quand on en a une, ça part dans la journée dans nos magasins. On le fait également sur les imprimantes. On les reprend, on les répare soit en magasin, soit on les amène dans un centre de réparation pour les remettre en vente. Il y a moins de 10 ans, quand on parlait de produits d'occasion, on avait la remarque, que ce soit dans notre réseau Bureau Vallée ou chez nos clients, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas neuf, c'est pas à la mode. Aujourd'hui, ça se vend, et on n'a plus besoin d'argumenter sur vous inquiétez pas, le produit il va marcher, hein. Et sur les cartouches d'encre, qui est un consommable que tout le monde connaît, que beaucoup utilisent en ce moment parce qu'on est pas mal en télétravail. Quand vous achetez une cartouche d'encre, quand elle est vide, vous nous la ramenez, et en fait, nous, alors, je simplifie, mais c'est ça, hein, on vous la rachète, donc on la valorise. Donc ça incite les gens à les ramener. Dans les faits, normalement, c'est un déchet des 3 heures, on n'a pas le droit de le jeter dans la poubelle. Mais du coup, nous, on la rachète 1, 2, 3 euros, et du coup, on la re-remplit, ça devient une cartouche compatible. Et du coup, elle devient 50% moins chère. Et ça, c'est des millions de cartouches que l'on reprend. Tous ces petits exemples, j'en pourrais en citer plein, mais c'est en fait juste du bon sens, et ça fait le job. Et pour peut-être donner quelques éléments sur l'impact et l'efficacité commerciale aussi, le fait d'avoir une responsabilité vis-à-vis de l'écologie, une responsabilité sociétale comme vous le faites en magasin, concrètement, dans le chiffre des magasins, ça représente quelle part, typiquement la part des cartouches d'encre que vous revendez? C'est les cartouches d'encre, c'est 30% de notre chiffre, hein, c'est énorme. Et quand on prend les cartouches dites compatibles, c'est la moitié. Donc ce cycle de deuxième, troisième vie, c'est 15% de notre chiffre. Donc ouais, d'accord, donc c'est quand même conséquent. Et quand vous rajoutez tous les autres exemples, ça commence à être impactant. Je ne l'ai pas cité aussi. On a là aussi, mais c'est plein de petites actions. On a supprimé les blisters de tous les stylos il y a bientôt 15 ans maintenant. On a acheté le Stabilo que tout le monde connaît, les stylos plumes. On a demandé à nos fabricants, nos fournisseurs de supprimer les blisters. Nous, on les met en vrac. Voilà, ces petites actions font qu'on fait avancer le schmilblick. D'accord, merci beaucoup Adrien. Donc on a vu l'aspect serviciel en magasin. Parlons maintenant un peu de communication et de communication responsable. Donc chez Bureau Vallée, Adrien, vous tendez vers une réduction des volumes de distribution papier et de recherche d'alternatives qui permettent de combiner finalement le bon rapport entre l'impact carbone et l'efficacité commerciale. Est-ce que tu peux nous en dire davantage justement sur cette stratégie par rapport au prospectus papier qui est utilisé encore massivement par la distribution, et justement par rapport aux alternatives que tu as trouvées pour compenser, pour limiter justement ce média-là?
Alors à la base, c'était pas une stratégie, c'est que j'étais le directeur du Benelux et en fait en Belgique notamment, le papier est très taxé. C'est le coût de production de distribution, c'est 2 à 3 fois plus cher qu'en France. Et donc par la force des choses, Fabien parlait des textes de loi. Bon, ça aide à aller plus vite, hein. Et j'ai dû trouver des alternatives et ces alternatives, je les ai mis ensuite en place en France. Ça passe par une diminution et en tout cas, c'est beaucoup de bon sens là aussi sur le papier, en tout cas dans le cadre de Bureau Vallée, au-delà de 10 km, la déperdition est énorme et entre je distribue mon tract papier et le client que je vais vraiment toucher, qui va venir en magasin, c'est énorme. Du coup, c'est mieux cibler nos clients et trouver des alternatives principalement digitales pour moins communiquer, moins distribuer de papier. D'accord. Du coup, ce que je vous propose, peut-être, c'est de parler d'une des solutions que tu utilises, Adrien. C'est la plateforme Bonial, du coup. Pour en dire 2-3 mots, avant de laisser la parole à Adrien sur le partage de chiffres et puis le partage de l'efficacité commerciale aussi. Donc, Bonial, c'est une plateforme marketing et une plateforme qui est dédiée à la génération de trafic en point de vente. On combine en fait plusieurs choses. D'une part, les réseaux d'audience, le premier étant notre réseau d'audience propriétaire avec plus de 5 millions de shoppers tous les mois qui viennent sur Bonial pour préparer un achat en magasin, mais aussi d'autres réseaux d'audience comme Google et Facebook avec qui on travaille au quotidien dans le cadre de campagnes Drive to Store. On a mené une étude avec Médiamétrie Net Rating en janvier 2020 pour caractériser un petit peu plus et définir un peu plus ce qu'était notre audience de 5 millions de shoppers. Et c'est la première audience digitale en France sur les catégories de catalogues digitaux et de promotion et de guides d'achat comparateurs. Autrement dit, quand des gens recherchent des catalogues digitaux sur Internet, il y a de grandes chances qu'ils viennent chez nous pour les trouver. Et parmi les 2 grosses actualités de l'année, chez Bonial, le premier a été la labellisation Drive to Trust Right Place de la MMA dont Vadim parlait en tout début de la présentation. Donc ça aussi valide quelque part, certifie certains éléments qu'on peut communiquer aux enseignes avec qui on travaille, dont Bureau Vallée. Et la deuxième chose, c'est d'avoir une neutralité carbone. Alors, sur le sujet de la neutralité carbone, effectivement, comme l'a dit Julien, le digital a un impact carbone. On va le voir sur le slide d'après, juste. Merci. N'importe quelle entreprise digitale a un impact carbone. Chez Bonial, on essaie de le limiter et de manière différente. Le premier, en tant qu'entreprise, de s'engager dans des projets qui visent à compenser justement l'impact carbone que l'entreprise peut avoir via les serveurs, comme l'a dit Julien, via tout un tas de choses qui émettent du carbone. Mais aussi, la deuxième chose, c'est de limiter aussi la distribution papier, non pas de l'arrêter, hein, c'est pas du tout ce qu'on dit, c'est de la limiter à des zones de ciblage plus précises, de le faire peut-être de manière plus raisonnée et de compenser par des médias digitaux qui permettent de maintenir une efficacité commerciale. Et c'est aussi une manière finalement de lutter contre l'impact carbone que de proposer des alternatives au prospectus papier qui restent efficaces pour les magasins et pour la génération de trafic en magasin. Pour aller un petit peu plus loin sur ce que c'est que Bonial, sur le slide d'après. Merci. Très simplement, en fait, hein, les gens qui viennent sur Bonial, ils viennent pour voir des opérations, comme ils pourraient le faire d'ailleurs quand ils ouvrent leur boîte aux lettres et qu'ils sont intéressés. Donc, pour les gens qui sont vraiment intéressés, qui le prennent, sur Bonial, c'est un peu la même chose. Hein, c'est des gens qui vont vouloir lire l'opération de Bureau Vallée parce qu'ils sont localisés autour d'un magasin Bureau Vallée, donc ils le voient. Donc, d'une part, ça limite la déperdition. Puis ensuite, ils découvrent les offres et tout simplement, ils se rendent en magasin. Donc, la mécanique marketing est exactement la même que sur un prospectus papier. C'est l'attractivité des offres, la proximité au point de vente qui va faire que il va y avoir une génération de trafic en magasin qui va se faire assez naturellement et dans des performances qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, typiquement, c'est un des dashboards et je remercie Adrien pour son partage parce que clairement, il ouvre le capot de la machine pour vous aujourd'hui. C'est quelques exemples de chiffres qu'on travaille avec Adrien au quotidien depuis plusieurs années maintenant. Est-ce que tu pourrais peut-être, Adrien, nous parler de ces chiffres donc, qui datent de janvier à août de cette année
et voir comment tu les analyses, comment tu les intègres, toi, dans ton efficacité globale des investissements médias que tu peux faire. Ouais, alors je vais faire vite. De gauche à droite, vous voyez le nombre d'impressions que l'on va avoir sur l'application Bonial de notre tract digitalisé. Moi, je le compare à de la distribution de papier, parce qu'on est on n'est pas sur l'impression web standard où je vais avoir des millions, parfois même des milliards d'impressions. On est déjà sur une clientèle captive. J'ai téléchargé Bonial, donc j'ai envie de voir de la publicité. On la pousse plus ou moins par rapport aux autres. Mais ok, j'ai mon Bonial, je suis géolocalisé autour de chez moi, j'ai les promos du coin et je suis intéressé par Bureau Vallée. Et donc là, c'est le deuxième indicateur. C'est du coup, je consulte le tract, 773 000 consultations de janvier à août dans notre cas. J'y reste 30 secondes, 45 secondes, 1 minute. Et du coup, là, il y a des indicateurs qui vont plus loin que ça. Quelle offre a performé sur Bonial? Ça nous permet à posteriori de dire, tiens, mon OP, elle a marché ou pas. Et ensuite, et peut-être le plus important, je déclenche une visite en magasin. Et ça, c'est la magie du digital et de Bonial. Donc, je suis capable de dire, bah, tiens, sur tant de consultations, il y en a tant qui sont venus en magasin. Et donc, je sais calculer un retour sur investissement, c'est-à-dire un coût à la visite et derrière même ce que ça m'a rapporté en termes de chiffre d'affaires et de marge. Et ça, quand tu as tout ce retour sur investissement, c'est génial, quoi. Et si on va même plus loin sur le slide d'après, du coup, ça fait quand même, comme je disais tout à l'heure, plusieurs années qu'on travaille ensemble avec Bureau Vallée. En termes de trafic magasin, on a multiplié par plus de 2 le trafic par rapport à 2019 en prenant en compte les mois de confinement qui ont été un peu compliqués. Et en fait, on a dépassé le nombre de visites en magasin généré en 2019 à partir de juillet cette année 2020. Donc, ça veut dire que il y a un potentiel finalement sur le digital qui n'est pas neutre dans la génération de trafic en magasin. On peut être quand je dis on, c'est pas Bonial, mais c'est les outils digitaux aussi en général, on peut être une alternative au papier qui est efficace et qui montre ses preuves sur la génération de trafic en magasin et sur le chiffre d'affaires, comme le disait Adrien. Si on va un petit peu plus loin, c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'impact écologique de la communication. Donc, on travaille avec un cabinet d'études qui est Human and Green Consultant et qui va comparer finalement les émissions carbone d'un prospectus papier et d'un prospectus digital lu sur Bonial. C'est important de dire lu sur Bonial parce que la déperdition en termes de volume d'impression et de consultation sur Bonial est moins importante que potentiellement des impressions sur d'autres typologies de médias digitaux. Et quand on compare en fait les deux, en 2019, on a fait économiser à Bureau Vallée sur la distribution de tracts, digitaux et papier du coup, 7,7 tonnes de carbone. Et en 2020, uniquement sur 9 mois, on a déjà quasiment dépassé les 18 tonnes d'équivalent carbone économisé. Donc ça veut dire que on ne nuit pas à la performance économique des magasins puisqu'on arrive à générer du trafic en magasin. On permet de réduire l'impact carbone à notre niveau, évidemment. À niveau planétaire, d'ici 18 tonnes, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, comme disait Julien aussi tout à l'heure, chacun doit y contribuer et c'est notre manière aussi d'y contribuer en aidant la distribution à réduire son impact écologique. Et puis, en complément peut-être de l'impact écologique, j'aimerais parler aussi de l'impact sociétal. Comme disait aussi Julien tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé ton argument de dire quelle est la perception de la publicité finalement. Et c'est un rôle aussi, je pense, de chaque enseigne et de chaque média de penser à la perception que les gens vont avoir de notre publicité, de notre communication. Et typiquement, ce qui est intéressant quand on interroge l'audience sur Bonial, c'est qu'ils ne voient pas vos tracts, quand je dis vous, c'est le tract de la distribution, comme une publicité, mais plutôt comme une information en fait, un peu comme ils vont lire l'équipe, Le Monde, Le Figaro, et ils vont en fait aller sur Bonial pour lire les opérations du moment et ça va plutôt les aider. Et donc, ils vont plutôt percevoir ça comme une aide, comme un support, que comme une publicité qui leur est suggérée ou poussée. Et ça fait partie, je pense, effectivement, de la responsabilité dans la communication d'agir de cette manière-là quand on communique auprès des consommateurs.
Si on va un petit peu plus loin maintenant, il nous reste juste 3 slides, c'est un exemple concret de ce qu'on a fait avec Bureau Vallée sur la rentrée des classes. Au-delà de Bonial, sur Bonial, comme on l'a dit tout à l'heure, on est capable de détecter finalement des segments d'audience qui sont affinitaires par rapport à des produits, par rapport à un secteur d'activité. Comme l'a dit Adrien aussi, on est capable de détecter les produits qui sont les plus performants à un instant T et dans une zone T en France. Et en fonction de ça, on va être capable, grâce à des API, donc des passerelles qu'on a mis en place avec Google et Facebook, d'adapter les produits les plus efficaces localement, d'adapter aussi les segments d'audience qu'on va cibler sur Google, sur Facebook en programmatique. Et visuellement, ça donne ce que vous voyez dans la présentation, donc des bannières dynamiques, des carousels sur Facebook qui vont être dynamiques, qui vont changer aussi en temps réel selon l'efficacité commerciale des produits. Donc voilà ce qu'on peut voir. En termes de parcours client, donc c'est la slide d'après, systématiquement, on travaille sur des communications, des activations médias qui vont permettre de géolocaliser automatiquement la personne pour lui suggérer une landing page, donc c'est l'écran du milieu, avec l'adresse du magasin le plus proche, la possibilité de faire un itinéraire, et aussi et surtout, c'est le dernier écran sur la droite, une sélection de produits qui prend en compte d'une part le versionning, donc le niveau de prix du magasin dont on parle, l'assortiment produit du prospectus du magasin qui est concerné, mais aussi un ordre d'affichage qui va prendre en compte l'efficacité commerciale des offres pour suggérer finalement au consommateur ce qui est plus susceptible de lui plaire. Et en termes d'efficacité commerciale, voilà ce que ça donne concrètement sur, encore merci Adrien pour ce partage de chiffres, mais sur une communication globale avec la plateforme Bonial, on arrive à obtenir un coût par visite global à moins de 2 euros, 1,62 €, avec plus de 40 000 visites générées sur une campagne qui a duré à peu près un mois et demi. Je ne sais pas Adrien, si tu veux partager ton retour d'expérience aussi en quelques mots aussi sur cette campagne-là. Alors c'est compliqué parce qu'on parle de millions, mais le contexte Bureau Vallée, c'est que quand vous déplacez, c'est pour acheter une ramette de papier, donc autant dire qu'ils en ont besoin. Et voilà, je schématise parce qu'on ne vend pas que ça, il y a des services et tout ça, mais non, mais en fait, quand ils passent le pas d'un magasin, on a un magasin de destination, quand ils viennent dans le magasin, ils achètent. C'est très rare qu'un client reparte sans rien. Donc après, on associe ça, ce coût par visite à un chiffre d'affaires, à une marge générée. Donc, on s'y retrouve à ces prix-là. Super. Merci beaucoup. Merci Adrien, merci Pierre pour cet exemple très concret de comment on peut réussir à concilier une communication drive to store et une communication responsable. Alors, il n'y a à ce stade pas vraiment de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions, il reste quelques petites minutes. On va juste vous présenter du coup l'actualité de la MMA pendant ces quelques dernières minutes, notamment le Mobile Marketing Forum Paris. Vadim, tu voulais en toucher peut-être un mot? Ouais, très rapidement, parce qu'effectivement, il est déjà 10h07, on a un chouï dépassé, mais c'est vrai que c'était hyper intéressant et en plus, ça changeait, je trouve que voilà, ça permettait d'apprendre plein de nouvelles choses. Le Mobile Marketing Forum, donc c'est l'événement de la MMA qui a lieu chaque année en décembre. Donc cette année, il aura lieu le 8 décembre, évidemment en visio. Et le sujet sera donc le mobile au cœur. Et on aura plein de thèmes. Je vous invite le site est disponible. À aller sur le site de la MMA, donc Mobile Marketing, que vous verrez juste après. D'ailleurs, on a un tout nouveau site, donc je vous invite à l'essayer. On est très fiers de présenter ce nouveau site qui a mis du temps à sortir, mais qui est très bien aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a la possibilité de voir tout le programme qui tiendra donc sur une matinée de 10h à midi. Super. Donc, on a une question pour Adrien et Pierre. Est-ce que vous avez pu mesurer l'impact CO2 des 10 millions d'impressions délivrées dans la campagne Bureau Vallée? Alors, la mesure que l'on fait, elle est sur notre audience à nous, donc l'audience propriétaire de Bonial, les 5 millions. Sur la partie de l'extension d'audience, on n'a pas encore mis en place des protocoles de mesure d'impact carbone sur Facebook, sur Google, sur la programmatique. Et c'est vrai que c'est un protocole de mesure qui peut être différent de celui de Bonial. Donc, pour l'instant, c'est uniquement sur Bonial Media, donc notre audience, qu'on mesure cela. On a également merci Pierre. On a également une question de Jérôme. Quand sera prêt le volet mesure Right Performance? Peut-être pour Vadim.
Oui, alors ça c'est une question qu'on me pose assez souvent pour être franc. Malheureusement, je n'ai pas encore de réponse à proprement dit sur ce troisième label. On fait voilà, on exploite là cet après-midi. J'ai 2 rendez-vous pour essayer de creuser encore le point. Malheureusement, on n'a pas de date fixée sur ce troisième label, donc je pourrais pas m'engager sur une date. On espère le plus tôt possible. Merci Vadim. On n'a plus d'autres questions. N'hésitez pas à suivre la chaîne du marketing mobile sur YouTube. Vous allez pouvoir y retrouver la plupart des interventions, la page LinkedIn, la page Facebook, le Twitter et bien sûr, comme l'a dit Vadim, le nouveau site de la MMA. Et si vous souhaitez rejoindre le groupe de travail Drive to Store, n'hésitez pas à nous envoyer également un email. On avait une petite question. Bon, on y répondra par la suite parce qu'il est déjà assez tard, mais on répondra à la dernière question par la suite. Je vous remercie beaucoup d'être venu pour ce webinar et je vous souhaite une très bonne journée. Merci Fabien, merci à tous, bonne journée. Merci beaucoup. Merci Fabien. Pierre, Adrien. Merci beaucoup.